Yo tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale dans laquelle on va compléter certaines informations concernant deux comment il fait, celui sur Shinlim et celui sur Diversion. En effet, quand je fais des vidéos, vous l'avez sans doute remarqué, mais j'émets des hypothèses, je ne sais pas, je ne connais pas la vérité sur le fonctionnement du tour. Je me contente d'analyser la vidéo, et ensuite avec des connaissances que j'avais déjà, et avec un peu de logique et de raisonnement, j'émets l'hypothèse qui, selon moi, correspond à l'explication la plus probable. Ce qui fait que régulièrement, il y a des points qui restent un peu flous, un peu vagues, et sur lesquels je n'arrive pas à trouver toutes les explications. Alors, je tiens à préciser quelque chose qui est pas forcément clair pour tout le monde, mais qui me semble important. Je ne suis pas magicien. J'ai pratiqué la magie il y a longtemps, quand j'étais petit, ce qui m'a permis d'apprendre toutes les bases de magie en fait, hein, les forçages, les contrôles, les échanges, les breaks, etc. Mais je ne pratique plus la magie aujourd'hui, donc j'insiste là-dessus, je ne suis pas magicien, je suis plus une sorte de spectateur informé, on va dire. Alors, je fais des tours de magie dans les défis magiques, mais c'est plus des prétextes pour expliquer des trucs d'une façon différente des comment il fait. Hein. C'est pas des tours de ouf, c'est vraiment des choses que n'importe qui peut faire. Bref, tout ça pour dire que je sais certaines choses concernant la magie que j'ai apprises il y a longtemps, mais il y a encore beaucoup de choses que j'ignore, et la plupart du temps, ce sont les commentaires que vous faites qui me permettent de découvrir ces choses. Grâce aux commentaires des comment il fait, j'ai appris plein de trucs sur la magie, et je vous en remercie d'ailleurs. Et du coup on apprend les uns des autres et c'est plutôt cool je trouve. Ce qui fait que maintenant je fais cette vidéo pour expliquer certaines choses qui étaient restées floues, restées un petit peu en suspens, et tout ça grâce à des commentaires que j'ai pu lire sur les vidéos en question. Tout d'abord la vidéo sur Shinlim. Le seul truc qui était resté un petit peu flou c'était la carte à clapper. Il y avait une carte à dos rouge dont le dos devenait bleu instantanément. Et à la fin du tour, le dos revenait rouge. Et la seule hypothèse que j'avais trouvée c'était qu'il y avait une sorte de clapet qui permettait de changer rapidement de couleur. J'ai eu beau me creuser la tête, le clapet c'était la seule solution que j'avais trouvée. Et j'avais pourtant du mal à croire que c'était ça, parce que le seul clapet que je connaissais, c'est celui-là en fait. C'est-à-dire un vieux clapet tout pourri, fabriqué à la main, sans doute dans les années 80. Alors, pour info, moi je dis clapet, les magiciens pros disent flap, mais globalement flap c'est juste un mot anglais pour dire clapet, hein, donc on s'en fout du mot. Hein. Cette carte là c'est un flap mais qui a été fait à la main en collant 4 cartes entre elles, donc il y a la carte qui sert de base et qui est le dos, et ensuite on a collé 3 cartes pour faire 3 flaps différents, quoi. Ou plutôt 3 apparences séparées par 2 flaps. Du coup dans ma tête le flap, le clapet c'était ça quoi, sauf que ça c'est moche, c'est pourri. Déjà, gros inconvénient, vu qu'on a collé 4 cartes entre elles, et ben le truc, il a une épaisseur de 4 cartes. Ensuite, je sais pas si vous voyez, mais enfin, c'est difficile à cacher quoi. On voit les plis forcément, parce que il y a beaucoup de couches de carton que l'on plie en même temps, et donc à force de l'utiliser, bah ça laisse des traces. Et en plus de ça, c'est manuel quoi, il faut faire un geste voilà, assez évident, assez lent, et du coup je me disais, ça me paraît bizarre. Pourtant, le principe utilisé par Shinlim, c'est bel et bien le flap, sauf qu'il existe aujourd'hui des flaps beaucoup plus modernes, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus discrets. Il y a notamment une vidéo d'un magicien qui a créé son propre flap, et pour en faire la promotion, elle a fait une petite vidéo de démonstration, et on voit carrément le truc dans la vidéo. Donc vous pouvez pas dire que je révèle un gimmick, c'est pas bien, etc. On le voit dans la vidéo, il suffit de faire un arrêt sur image au bon endroit, et on voit tout le truc. Je vous mets le lien de la vidéo promotionnelle du flap dans la description, et vous pourrez vous-même faire un arrêt sur image à l'endroit que je vais vous montrer. Si on regarde à cet endroit justement, on peut constater qu'il y a déjà 2 flaps, comme sur ma carte pourrie, sauf que ceux-là sont un peu différents, et surtout on voit qu'il y a des sortes de ficelles au niveau des flaps. Ces ficelles, ce sont des élastiques en réalité. C'est-à-dire que le flap hyper efficace, hyper moderne que tout le monde utilise maintenant, il est automatique. Il y a des élastiques, ou plutôt de la ficelle élastique qui relie un côté de la carte à l'autre. Ce qui fait qu'on a juste à lâcher le flap pour qu'il aille très très vite de l'autre côté. Je dirais même instantanément. Autre avantage par rapport à mon flap tout pourri, c'est que on n'utilise pas des cartes entières, donc on n'a pas une carte super épaisse, parce que les cartes sont constituées de plusieurs couches de carton, et que quand on fabrique une carte flap, on prend juste les couches supérieures, celles qui nous intéressent, celles avec les motifs. Donc dans cette vidéo promotionnelle, on vous montre un flap que vous devez fabriquer vous-même en fait. On vous donne juste peut-être les cartes à utiliser, de la ficelle élastique, et après il faudra utiliser de la colle également. Ce flap hyper rapide permet de faire un changement sans masquer la carte justement, comme on le voit toujours dans cette même vidéo. Et le fait d'utiliser des couches très fines de carton, ça permet de laisser suffisamment de place pour mettre 2 flaps.
On peut donc faire 2 transformations avec la même carte. Et c'est précisément ce truc que Shinlim utilise. Dans ma vidéo, j'avais mis une hypothèse avec un flap qui était, bon, je sais pas pourquoi d'instinct j'avais mis dans le sens de la longueur, finalement c'est plutôt dans le sens de la largeur. Et surtout, on n'a pas un clapet qui se met dans un sens et qu'on remet dans l'autre sens, on a 2 clapets. Parce qu'il y a quand même un inconvénient avec le système des élastiques, c'est que ça ne va que dans un sens. Après il faut retendre le truc et le recoincer. On peut pas faire de transformation instantanée dans l'autre sens. Donc quand Shinlim fait passer la carte du rouge au bleu la première fois, il relâche le premier flap. Et quand il fait passer la carte du bleu au rouge à nouveau vers la fin du tour, il utilise le deuxième flap. Et ça entre en contradiction avec quelque chose que j'avais dit, qui était que la carte à clapper était également le Gone Deck. Je remets le lien vers le tour de Shinlim en description, mais en gros à la fin du tour, il y avait une carte qui se transformait en paquet et qui se retransformait en carte. Et vu la façon de procéder, pour moi c'était la même carte qui était le clapet. Mais du coup ça me paraît difficile en fait. Donc ce qui fait que je pense qu'il y a un moment où il prend le Gone Deck et il le rajoute en haut du paquet d'une façon ou d'une autre, une action que j'ai dû louper. Enfin bon, c'est pas bien grave, maintenant on sait comment fonctionne le clapet, on sait que une transformation instantanée est tout à fait possible. D'ailleurs pour le Gone Deck, ça repose également sur le principe des flaps. Sauf qu'au lieu d'avoir une face qui se transforme en une autre face, on a une carte qui se transforme en paquet, mais globalement la transformation instantanée repose sur le même système d'élastique et de couches de cartes collées entre elles. Malgré tout, il n'est quand même pas impossible que la carte à clapper et le Gone Deck soient une seule et même carte. Tout simplement parce que le Gone Deck, c'est une carte qui se transforme en paquet, mais tout ça, ça a lieu d'un seul côté de la carte, ce qui fait qu'il reste un côté libre pour mettre un flap normal. Enfin bon, au moins on a éclairci le principe du flap. Après, à quel moment il met le Gone Deck, est-ce que c'est la même carte ou pas? Bon, pour moi c'est pas très important, on va en rester là pour ce tour. Passons maintenant à diversion. D'abord le tour de Caroline Marx. Je soupçonnais la présence de complices, tout simplement parce que dans le tour original, dont était inspiré celui de Caroline Marx, il y avait une personne à un moment donné qui arrivait sur scène, un technicien, et ça permettait aux magiciens de faire un échange de jeux de cartes. Or, dans la version de Caroline Marx, il y avait personne. Du coup, l'échange ne pouvait pas avoir lieu et je me suis dit, bah ça peut être que des complices. On m'a fait remarquer dans les commentaires que la table qu'utilise Caroline dans son tour est particulièrement énorme juste pour poser un jeu de cartes. Alors, je sais bien que c'est un jeu de cartes jumbo, les cartes sont comme ça, mais quand même. Et du coup, plusieurs personnes ont émis l'hypothèse très probable que l'assistant soit caché sous la table. Du coup, on aurait vraiment le même principe que le tour d'origine Perfect Choice de Mike Caldwell. Ce qui veut dire que sous la table se trouve un complice avec 52 jeux de cartes, chacun constitué de 52 cartes identiques. Une fois que les spectateurs ont fait la prédiction, le complice n'a qu'à choisir le bon jeu de cartes qui correspond à la prédiction. Et ensuite, il suffit de rajouter une carte différente avec les prédictions écrites sur les bords. Il ne reste plus qu'à procéder à l'échange avec Caroline qui peut ensuite faire la révélation. Le seul moment où l'échange peut avoir lieu, c'est forcément après que les spectateurs aient fait leur dernier choix et avant que Franck Dubosc rejoigne Caroline à la table. C'est un laps de temps très court pendant lequel le montage ne montre pas du tout la table en plus. Du coup, je me suis dit, pendant que Franck Dubosc rejoint la table, Caroline fait un échange de jeux de cartes avec le complice discrètement sous la table. C'était pour moi la seule façon de faire un échange, mais pendant que je faisais le montage de cette vidéo, j'ai lu un nouveau commentaire qui a donné une hypothèse très intéressante. Pendant la plus grande partie du tour, le jeu de cartes est posé sur un présentoir. Et si l'échange avait lieu pendant que le jeu de cartes était sur le présentoir? Et si au moment où Caroline récupérait le jeu de cartes, l'échange avait déjà eu lieu? Le truc avec ce présentoir, c'est que il donne l'illusion que rien ne peut atteindre le paquet sans qu'on s'en rende compte. Sauf que selon l'hypothèse de la personne qui a mis un commentaire, il y aurait un miroir sous le présentoir. L'utilisation des miroirs est très répandue et très connue en magie, mais surtout dans la grande illusion. Le cas le plus classique de l'utilisation d'un miroir, c'est celui qu'on retrouve dans le film Insaisissable. On a une boîte avec un miroir à 45 degrés, qui reflète donc le fond de la boîte, ce qui fait que quand on la regarde de face, on a l'impression qu'elle est vide. Sauf qu'en fait, on ne voit que la moitié de la boîte, et dans l'autre, on peut mettre autre chose. Ça permet de faire des apparitions et des disparitions. Du coup, selon l'hypothèse du commentaire, ce serait un peu la même chose. Le miroir serait placé à 45 degrés sous le présentoir pour refléter le tapis, ce qui créerait un espace caché entre la table et le paquet, par lequel on pourrait faire passer les cartes. Autrement dit, selon cette hypothèse, on échange les cartes à l'intérieur du paquet, sans changer de paquet. Pour faire simple, la boîte est vide dès le début. Après que tous les choix des spectateurs aient été faits, le complice prépare son jeu de cartes et le glisse à l'intérieur de la boîte par en dessous, et ce derrière le miroir. C'est une hypothèse tout à fait probable puisque ce présentoir ne bouge pas du tout de la table. On peut donc très facilement imaginer qu'il y a un trou juste en dessous et un miroir devant. Ce serait tout de même plus ingénieux que de faire un simple échange sous la table. Et ce qui tend à confirmer cette hypothèse, c'est cette image. Ici, l'ombre de Caroline est projetée sur la table. Pourtant, il semble y avoir une petite zone sans ombre, sous le présentoir. Le miroir bloque l'ombre de Caroline, ce qui fait que la zone reflétée par le miroir reste dans la lumière.
Il est très probable que cette explication soit vraiment la bonne, et donc on a bel et bien un complice qui est caché sous la table. Et enfin, un dernier tour sur lequel il faut apporter des précisions, c'est la prédiction de Victor Vincent, vous vous souvenez, avec la ville de Rome. Pour le stylo, on m'a dit qu'il existait un gimmick qui s'appelle le Mental Pen. J'ai essayé de trouver des informations dessus, comment ça fonctionnait, etc. J'ai rien trouvé, donc je ne sais pas vraiment en quoi ça consiste. Je pense que l'explication du stylo qui fonctionne pas et du cercle qui est déjà tracé convient tout à fait. Après, il y a peut-être effectivement un gimmick. Mais l'important, c'est pas ça. Globalement, ça, on avait trouvé une explication qui tenait la route. Là où il y avait un gros doute, c'était sur la complicité du public. J'ai eu des commentaires de plusieurs personnes qui étaient dans le public au moment du tournage, et je les remercie d'avoir partagé leur témoignage parce que c'est plutôt cool. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le public n'était pas complice, ou plutôt, il n'avait pas conscience d'être complice. En gros, il y a une sorte d'interaction avec le public hors caméra, où on leur a demandé de faire une sorte de jeu mathématique. J'ai pas le détail, mais globalement, je pense qu'on leur a demandé de choisir un chiffre, et qu'à partir de ce chiffre ou de ce nombre, on leur a demandé de faire divers calculs qui les a amenés sur un chiffre. Sauf qu'il existe tout un tas d'astuces mathématiques qui permettent, quel que soit le nombre choisi de base, de retomber sur un seul résultat. Voici un exemple d'exercice. Choisissez un nombre compris entre 10 et 99, autrement dit n'importe quel nombre constitué de deux chiffres. On va l'appeler le nombre A. Maintenant, additionnez les deux chiffres qui constituent votre nombre. Ça donne un nouveau nombre que l'on va appeler B. Maintenant, faites A moins B. Vous obtenez donc un nouveau nombre que l'on va appeler C. Vous allez additionner les chiffres qui constituent ce nouveau nombre. Ça va vous donner un chiffre compris entre 1 et 9. Sur ce tableau, des noms de villes sont associés aux chiffres. Je vais donc vous demander d'écrire sur un bout de papier la ville qui correspond au chiffre final. Et normalement, si vous n'êtes pas une bille en calcul mental, vous avez trouvé Rome. C'était un exemple facile d'exercice mathématique qui permet, en choisissant n'importe quel nombre, de toujours tomber sur 9. Donc normalement, après cet exercice, tout le monde devait tomber sur le même chiffre, mais sans le savoir. Du coup, quand on leur a demandé d'écrire un nom de ville, en fait, on ne leur a pas demandé d'écrire n'importe quel nom de ville auquel ils avaient envie de penser. On leur a demandé d'écrire le nom de ville qui correspondait au résultat de l'exercice mathématique. C'est donc un choix forcé, ce qui a rendu le public d'une certaine façon complice, mais sans s'en rendre compte. Certains ont remarqué que pendant les plans où on voit le public écrire, il y a quelques personnes qui écrivent autre chose que Rome. On les voit commencer des lettres qui n'ont rien à voir. Et ces personnes ne montrent pas leur pancarte au final. Alors je sais pas comment ça s'est passé sur le tournage, mais je pense que les personnes qui ont écrit autre chose se sont soit trompées dans les calculs, soit ont voulu écrire autre chose juste pour faire un peu les malins. Mais on a dû dire aux gens de ne lever leur pancarte que si Rome était écrit dessus, ou un truc dans le genre, sinon je vois pas pourquoi ceux qui se sont trompés garderaient leur pancarte baissée. En tout cas voilà pour la précision sur la complicité dans le tour de Victor Vincent. C'est pas une vraie complicité, c'est plus un forçage de masse. J'espère que ces clarifications vous ont plu, toutes ces informations viennent des commentaires dans les différentes vidéos, et donc je remercie les personnes qui postent des commentaires et qui apportent tout un tas d'informations, c'est vraiment cool. Vous pouvez évidemment partager cette vidéo, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, et moi je vous dis à plus pour la prochaine.